Le RHDPT Mastodon, effectivement, comment les règles sont établies? Ça fait plusieurs émissions ici, à chaque moment je reviens sur ces trucs. Mais il y a d'autres personnes qui ont le don d'être dans le déni. Avant ça, il faut retirer le terme déni dans le déni. Parce que c'est très facile, hein, souvent on le dit souvent, de jouer les grands opposants à 6000 km d'Abidjan. Laissez-moi terminer. Mais à chaque moment, non, je préfère, parce que souvent, c'est parce que vous avez utilisé le déni que je viens de vous dire. Moi, je suis très critique du pouvoir et je suis très cohérent. Et je ne suis pas dans le déni, mais je suis réaliste. Et le réalisme dont je parle, j'évoque les questions qu'il y a là-bas, mais pas dans la passion que quelqu'un qui vit à Paris, tranquillement, le fait. Tu peux le faire avec ta passion ici, mais le lendemain, aie le courage aussi de faire un tout saluer tes parents à Abidjan. D'accord. Non, attendez. Il faut l'identifier seul. Non, c'est intéressant. Il faut l'identifier seul. Permettez que je puisse rebondir. C'est-à-dire, c'est pas une démocratie, c'est ça? Non, quand je parle du PDCI, monsieur, il serait dit, parce que c'est son gombo. Donc, gombo, c'est un petit boulot. J'explique pour ceux qui comprennent. Donc mon petit boulot, c'est le PDCI. Donc voilà la situation. Le PDCI, ça va être difficile. Et j'imagine que je dirais l'infidélité que leur a fait Tidiane Thiam dans la CAPSI en allant au front commun, j'imagine. Ce que vous dites est assez intéressant. Donc, du coup, elle a très mal digéré cette séquence. Et donc, avec aucune alliance Thiam ne pourra se faire aujourd'hui avec le PDC, MGCM, PDC. J'explique que de la façon, l'infidélité qu'a faite Tidiane Thiam à la CAPSI en allant faire le front commun avec le PPACI, cette séquence-là, Madame Simone Yves Gbagbo l'a très mal digérée. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Bande à Khalil en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir Khalil. On reçoit aujourd'hui dans la bande Herman Aboua, notre confrère qui est candidat au législatif à l'EP. Bonsoir Herman. Bonsoir. Bienvenue à Paris. Merci. Que deviennent les derniers candidats à la présidentielle? Qui peut incarner, messieurs, le leadership de l'opposition ivoirienne face au président Ouattara? C'est le thème de notre débat du jour. D'abord, on va s'intéresser au dernier challenger du président Ouattara. On va commencer par Jean-Luc Billon. Que devient-il aujourd'hui et quel espace politique peut-il occuper à l'aune des législatives? Insan, j'ai grillé la politesse au président aujourd'hui. D'accord. Bon, ce qui concerne M. Jean-Luc Billon, aux dernières nouvelles, M. Jean-Luc Billon était ces derniers jours aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense que pour récupérer, après... en ce qui concerne l'après-campagne. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des discours poignants en dehors des félicitations adressées à M. Ouattara lors de ses précédentes élections? Je ne pense absolument pas. Il n'y a pas eu de déclaration sur la politique en ce qui concerne déjà le communiqué du CNS et la politique d'orientation annoncée par le gouvernement. Donc je dirais que M. Jean-Luc Billon, pour l'instant, il est l'ombre de lui-même. Voilà. Au niveau du PDCI, est-ce qu'il quittera le parti, à votre avis? Bon, je sais que M. Jean-Luc Billon, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il a gagné à quitter le PDCI-RDA? Parce que CODE, qui est le mouvement en fait, qu'il a accompagné durant ces élections, ne fait pas aujourd'hui office véritablement d'un appareil et d'un outil politique qui veut s'imposer dans le jeu politique aux dernières nouvelles. Donc, je pense qu'il aura plus à gagner à s'adosser au PDCI-RDA pour essayer d'exister véritablement dans le jeu politique. Parce que le PDCI-RDA, que l'on veuille ou pas, a un poids politique assez représentatif. Donc, il pourra, même s'il est en dissension vis-à-vis du bureau politique du PDCI-RDA. Il sait que quand il donnera de la voix, vu qu'il s'agit en fait du PDCI-RDA, il aura plus d'audience et plus de regard vis-à-vis de lui. Mais Jean-Louis Billon qui s'adosse à Code, je ne le pense pas. Non, mais vous qui théorisez une OPA du PDCI-RDA, est-ce que Jean-Louis Billon peut être un pion pour récupérer la présidence éventuellement? Moi, j'ai du mal. J'admire mon ami Atoum Blanc. Et tout ce qu'il a dit, il a réussi à le dire sans éclater de rire. Je ne sais pas comment il fait. Parce que... Je suis en face du président. Je ne peux pas. Je dois garder mon sérieux. Enfin, c'est hallucinant.
Jean-Louis Billon, l'ombre, mais comment peut-on être l'ombre du nombre? Jean-Louis Billon, attendez, moi je peux pas, je suis désolé, je préfère laisser... C'est un peu excessif quand même. Oh, mais non. Non, c'est pas excessif, parce que regardez le résultat, enfin, dès le départ, cette affaire était courue d'avance. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Alors, il est allé se reposer. Tout à fait. Il est allé se reposer en Floride. Hein. Mais non, mais bon, attendez, non, il faut être sérieux, quoi. Tout ça est ridicule. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un nom parmi d'autres dans une série de tentatives vaines, je l'ai déjà dit 20 fois sur ce plateau, d'essayer d'affaiblir ou d'enfoncer un coin dans le grand hall party qu'est le PDCI-RDA. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas la politique ivoirienne, c'est le parti unique, l'ancien parti unique, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. C'est un mastodonte, ça n'a pas marché avec Jean-Louis Billon, ça ne marchera pas avec Guy Kawé, ça ne marchera pas avec Thierry Tannot, ça ne marchera pas, c'est tout, voilà, c'est tout. Alors, moi, bon, on va dire que c'est un peu excessif, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement insignifiant que ça pousse à l'excès, désolé. Je crois qu'il va représenter vous avez la parole, ça. Oui, donc moi, personnellement, rien ne m'étonne, hein, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui a été fait, c'est-à-dire on a des partis, bon, on a des mouvements politiques qui se sont mis, qui se sont constitués assez rapidement, genre je vais dire dans la précipitation, et donc sans avoir une véritable stratégie, parce que derrière, ces mouvements-là ont jeté toutes les forces dans la présidentielle qui était pour moi perdue d'avance. Et donc aujourd'hui, on observe, comme on l'a dit tout à l'heure, M. Jean-Louis Billon qui est à Miami en train de... Il se repose. Pourtant, bah, il sait pas, normalement, il est député sortant de... Je crois qu'il est député sortant, non? Oui. Voilà, donc, je ne sais pas s'il est aussi candidat, je ne sais pas. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho. Effectivement, il s'est laissé absorber par cette présidentielle-là. Donc aujourd'hui, il n'a plus l'énergie pour se lancer dans une autre, je dirais, bataille. Donc aujourd'hui, il se repose. Et le code D, comme Guy Kawé le disait, le code D aujourd'hui, bah, on ne sait pas si ce mouvement-là va survivre quant à la suite de tout ça. Pour moi, Billon, il a en fait la stratégie qu'il a suivie, cette stratégie-là, pour moi, n'était pas viable. Et aujourd'hui, bah, on observe, il est, comme on le disait tout à l'heure, il est l'ombre de lui-même. Mais bon, peut-être on aura aussi un retour à la Yasmine Aounien lors des municipales où, voilà, pour s'excuser quant à son action. Mais je ne crois pas, vu les égos qu'on a au sein de ce parti-là, je ne crois pas. Donc, pour moi, c'est fini. Président Jean-Paul Aureau, oui. La parole est attendue. Oui, justement, je ne partage pas l'avis de la Ligue des hommes ravides, de ceux qui m'ont précédé ici. Vous savez, concernant Jean-Louis Billon, bon, le sujet c'est quel leader pour l'opposition. Oui. Et puis tu as introduit... Avec l'idée candidat, parce qu'ils ont quand même challengé le président. Hein. Jean-Louis Billon l'a toujours réclamé, revendiqué. Il est PDCI. C'est un certain nombre de circonstances qui ont fait qu'il est aujourd'hui, il est parti au présidentiel avec une autre alliance, je dirais, politique, qui était la coordination démocratique. Cela ne veut pas dire qu'il s'est débarrassé de son habit de militant du PDCI. Il reste militant du PDCI, certes en difficulté ou en dissidence avec la direction du parti. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne reste pas militant de base. Et puis, entre-temps, pendant qu'on est en train de parler, le président de ce parti-là est où? Il est où? Il est en France, pendant que le parti politique qui dirige, bon, je ne sais pas, en tout cas, il est hors de la Côte d'Ivoire. Il est hors de la Côte d'Ivoire, pendant que le parti qui dirige est en Côte d'Ivoire. Les affaires sont au pays. C'est quoi ce téléprésident qui est en train de diriger un parti? Mais là, on entend parler de Billon, non? Exactement. Je suis en train de dire, quand vous étiez en train de parler, je vous écoutais religieusement et la souffrance de m'écouter. Donc, pendant que ça se passe ici, là, et on reproche à quelqu'un
qui est Bion, qui est à Abidjan, qui vit à Abidjan, qui a la capacité et les moyens de pouvoir prendre ou de pouvoir participer à la vie d'un parti politique. Dit que c'est fini pour lui, il est l'ombre de lui-même. Non, moi, en ce qui concerne le PDCI, c'est plutôt, je dis Jean-Louis Bion a toutes les cartes aujourd'hui. Certes, il est allé aux élections présidentielles en dissident, c'est vrai, mais il n'a jamais renié son appartenance au parti politique qui est le PDCI, mais il a la possibilité de revenir et certainement de compter parmi ceux qui sont au pays et qui pourront diriger ce parti. Donc aujourd'hui, se lancer comme ça et dire que Bion est l'ombre de lui-même, moi je dis ça, non, il a participé à une élection présidentielle qui a été éprouvante, donc il a le droit de prendre sur lui le temps d'aller se reposer, de se ressourcer, de s'oxygéner, et puis de revenir. Et puis il n'est pas obligé d'être à Abidjan pour déposer sa candidature, il peut déléguer quelqu'un pour déposer sa candidature pour les législatives. Donc ce n'est pas parce qu'il est en Floride, à Miami, ou je ne sais pas où, mais aux États-Unis. Il a le droit, il a le droit. C'est sa vie, il se ressource là où il veut. Donc il ne faudrait pas que aujourd'hui, parce que, voilà. Sinon, il y a d'autres qui ne sont pas à Abidjan, ils sont hors de la Côte d'Ivoire, et puis ils dirigent le PDCI. Donc, ce n'est pas lui qui ne va pas être à chose, et puis on lui reprocher de machin. Il y a des gens, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ça fait peut-être 8 mois, et puis ils dirigent le PDCI. Moi, je pense que, comme Oro, c'est un faux procès qu'on fait à Jean-Louis Bion. Hein. C'est vrai qu'il a pris le risque d'aller aux élections présidentielles, mais c'est surtout les éléments de langage qu'il a eu à développer pour construire sa démarche. C'est ce qui peut-être a fait qu'aujourd'hui, le PDC et les militants n'ont pas suivi. S'il était resté beaucoup plus mesuré dans sa démarche, et que finalement, même si Tidjane Thiam aurait été écarté, comme il a été finalement, il aurait pu bénéficier. C'est parce que les gens, dans sa démarche, dans ses éléments de langage, ils ont perçu quelqu'un qui a fragilisé le parti, donc le président, et qui a donné des arguments au pouvoir en place pour pouvoir mieux écarter le président. C'est ce qui paye. Mais est-ce qu'il n'est pas PDCRDA? Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a démontré, parce qu'avant même que le président Tidjane Thiam ne revienne sur la scène politique en Côte d'Ivoire, ce sont eux, Jean-Louis Bion et certains autres, pas trop nombreux, qui ont porté le PDCI depuis la séparation avec le RDR, donc le RHDP. Mais ça c'est ce que je veux dire. Mais Tidjane Thiam aussi, quand j'écoute Oro qui dit il n'est pas là, il dirige le PDCI de loin, non, c'est-à-dire que c'est sorti du contexte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que Tidjane Thiam en est là? Il n'est pas le seul, mais dans son parti, en exil, plus ou moins forcé, ou bien certains m'ont dit c'est choisi ou voulu. Donc mais il est en exil. Mais oui, c'est une forme d'exil. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit que Tidjane Thiam va aller en Côte d'Ivoire et qu'il y aura cette liberté-là? Que Soumaïla Brandoumi, qui est aussi un député. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller donc à Abidjan? Laisse-moi, je vais finir. Mais j'en sais rien. Un exil, on ne choisit pas d'être un exil. On décide d'être un exil parce qu'il y a des circonstances qui nous amènent à apprécier. Moi, j'ai fait l'exil, mais jusqu'à un certain moment, c'est moi qui ai décidé d'aller en exil. Et c'est moi qui ai décidé de retourner dans mon pays. Mais quand j'ai décidé d'aller en exil, personne ne pouvait me dire « Pourquoi tu es en exil ? Tu peux aller dans ton pays. » Mais ce n'est pas parce que je fuis mon pays, c'est parce qu'il y a des circonstances qui amènent un citoyen à sortir de son pays et à le faire. Donc moi je pense qu'il faudrait juste la question de juger pourquoi est-ce que certains choisissent d'être à l'extérieur et autres. Non, on n'est pas dans leur situation, donc on ne peut pas les dire ainsi. Mais en même temps, que ce soit Don Melo, pour parler de parler des candidats à l'élection présidentielle de l'opposition, que ce soit Don Melo, Jean-Louis Bion et Malang Gbagbo, c'est vrai que ceux-là, personne n'a déposé sa candidature pour être candidat pour être législative. Donc, si Jean-Louis Bion a été député, qui aujourd'hui ne veut pas être député, on peut comprendre qu'aucun des trois. C'est-à-dire, on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas les gens. Don Melo n'est pas allé, Malang Gbagbo non plus, mais ils ont des candidats qui sont là. Je sais que Don Melo, par exemple, il a un peu plus de 20 candidats qui soutiennent, qui sont indépendants, comme il a fait
par le passé pour l'EDS, pour les candidats de l'EDS, qui sont devenus, certains sont devenus députés. Il le fait aujourd'hui pour pouvoir espérer avoir aussi une force parlementaire pour être dans le débat. Mais ce débat-là, c'est justement en interne avec la gauche socialiste ou progressiste. Mais et en même temps, Malang Gbagbo aussi est candidat. Même Jean-Luc Billon, dont on parle, un de ses bras droits dans sa démarche est candidat, à Cocody avec Kevin Mian. William Sesso, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui est un proche de Jean-Luc Billon, qui est candidat à Cocody. Et il y a Valérie Yapo, qui est indépendante aussi à Akoupe. Donc, je veux dire, tout cela, ils se sont réservés le droit, ils savent que l'enjeu, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, donc ils ont des candidats. Même Malang Gbagbo a des candidats, je sais qu'il y a plein de candidats qui sont là, MGC et autres, des indépendants. Même le PPACI, qu'on dit qu'ils sont... Il y a des candidats aujourd'hui qui sont de vrais gars, mais qui ont choisi d'aller, malgré la note sortie par leur parti, leur comité central. Donc je veux dire que maintenant, est-ce que cette opposition qui s'est muée en toute formule indépendante, elle pourra se reconstruire pour créer une force face au pouvoir en place, pour mener ce combat au pouvoir en place? Ça, c'est une grande question, puisqu'elle n'est pas parvenue à s'entendre avant d'aller à la présidentielle. Voilà. Juste pour rebondir rapidement en fait, sur deux points qui étaient quand même intéressants, parce que votre question en fait, était posée sur le devenir de ces gens. Oui, d'abord, dans un premier temps. Voilà, le devenir. C'est ce qui est intéressant, parce que ce sont des challengers qui sont partis au présidentiel. Aujourd'hui, c'est parce qu'on fait un constat. Ce constat-là, pour d'autres personnes, ils diront que bon, le constat, il est précoce. D'accord, il est précipité. Mais il faut savoir, il y a un résultat aussi dans ces présidentielles. Parce que moi, je suis contre le 4e mandat et je le suis toujours. D'accord. Donc, ceux qui ont participé, qui ont souhaité aller dans ce truc, il y a des résultats. Monsieur Jean-Luc Billon, il représente certains Ivoiriens. Il est à 3%, c'est ça? Ouais. À peu près? Ouais. Donc, c'est son poids. Il faut l'admettre. Non, attendez, on ne peut pas l'admettre comme vous. Non, mais attendez. J'ai fait l'effort de vous écouter. Oui, mais on sentait que vous étiez en train de bouillir. Mais vous avez peut-être senti... Est-ce qu'on peut placer un mot quand même dans ce que vous dites? Parce que ce n'est pas vrai. D'abord, c'est pas être... Aujourd'hui, quand vous constatez que ce soit des militants PDCI, des cadres PDCI, que des cadres PPACI courent pour aller vers les législatives, ça veut dire que la démarche du non au 4e mandat, comme ça, avec ce qui a suivi, n'est pas forcément une démarche stratégique. Quoi qu'elle est fondée, n'est-ce pas? Je comprends. J'ai rien compris, en fait. Aujourd'hui, le PPACI n'est pas allé à la présidentielle. On a appelé à ce que... Elle a vu ses leaders écartés, n'est-ce pas? Dans tous les cas, elle a appelé, on leur a proposé, enfin, certains, parmi eux, proposaient même des deuxièmes couteaux et autres, ils n'ont pas accepté. Donc, ils en sont là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le 4e mandat n'est pas en cours? Qu'est-ce qui a changé? Et puis, on veut certains cadres, même si le parti politique refuse, certains cadres vont aux élections. Le PDCI ouvertement a décidé d'aller aux élections. Ce n'est pas aussi cautionné merci le 4e mandat. Donc le débat sur le 4e mandat, je pense qu'on doit le laisser. Je me suis exprimé à titre personnel, je ne vais pas parler au nom des partis politiques. J'ai en fait introduit en disant j'étais contre le 4e mandat. Certaines personnes ont voulu participer à ces élections présidentielles. Ils sont allés aux élections présidentielles, que l'on veuille ou pas. Celui qui a secondé M. Ouattara, c'est M. Jean-Luc Billon. 3%. C'est un fait. On ne peut pas discuter, c'est indéniable, c'est un fait. 3%. C'est le... Bah oui. Attendez. On va croire, d'accord. On va croire, voilà. Mais selon la CEI, il fait 3%. Mais selon la CEI, c'est 3%, c'est un fait. Selon le Conseil constitutionnel. Mais la CEI et le Conseil constitutionnel ont fait 3%. C'est son assise. Alors, c'est intéressant. Les faits contextualisés. Oui, on va contextualiser. On va dire, en fait, le cas... Vous savez, M. Jean-Luc Billon, militant actif du PDCI RDA, personne ne discute de cela. D'accord? Que M. Jean-Luc Billon ait même peut-être mis les bâtons dans les roues du PDCI RDA, personne ne discute, ce sont des faits. On parle de M. Jean-Luc Billon. C'est un homme. C'est un rendez-vous avec le peuple. Il a un parcours politique. Quand il va compétir, quand on est censé compétir à des élections, on part, c'est pas pour participer. On n'applique pas la méthode de Coubertin. On va pour remporter. C'est clair. Voilà. M. Jean-Luc Billon a participé. On considère que M. Jean-Luc Billon a mesuré, d'accord, l'ampleur de ce challenge. Il est allé, il y a un résultat qui est sorti.
qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont participer à des législatives et autres, nous, on va prendre en compte les éléments et les caractéristiques accompagnant M. Jean-Louis Billon, d'accord, suite à ces élections et suite, on va dire, ce qu'on envisage pour la suite. Aujourd'hui, M. Jean-Louis Billon, qu'est-ce qu'il pèse? Qu'est-ce que M. Jean-Luc Billon a fait comme apparition? Quel discours il a donné par la suite de ces présidentielles? On n'entend pas M. Jean-Luc Billon. Et oui, je l'ai même noté. Au-delà des félicitations, il y a eu d'autres choses. Il y a eu Nayo, par exemple. Je donne Nayo. J'ai pas eu, en fait, en tout cas, j'ai pas vu sur la page de M. Jean-Luc Billon s'exprimer sur les événements de Nayo et autres. Et quand on revenait sur le fait qu'il soit en Floride, il a le droit même d'aller sur Jupiter ou Saturne. C'est un fait, en fait, parce qu'on a eu cette information. C'est lui qui l'a publié. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire que M. Jean-Luc Billon a certainement, il a le droit de profiter après ces élections, d'accord, de se reposer et revenir, s'oxygéner et revenir plus fort. Yeah. Et je vais insister sur un fait. J'ai entendu aussi que M. Jean-Luc Billon, le fait qu'il soit à l'extérieur et autres, il y a un président du parti qui se trouve à l'extérieur. C'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Celui qui est actuellement aux affaires, qui est président de fait, d'accord, il était aussi, même en 99, il avait un mandat d'arrêt international et puis il était à la tête du RDR. Ils n'ont pas cherché à le remplacer. Dans les années 2000 encore, il était encore à l'extérieur. Donc c'est pas nouveau. On va pas faire un procès par rapport à M. Tidjane Thiam et M. Jean-Luc Billon. Moi, c'est le cas de M. Jean-Luc Billon. Qu'est-ce que M. Jean-Luc Billon, aujourd'hui, qui a décidé de se lancer dans cette aventure, qu'est-ce qu'il va apporter aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il compte faire? Pour l'instant, je vais dire, c'est précipité de dire ce qu'il fait. Avec les éléments dont on dispose, je reviens sur ce que j'ai dit, il est l'homme de lui-même. C'est un fait. Moi, j'aimerais tout simplement dire une chose, parce que tu as voulu prendre le cas du président Alassane Ouattara comme exemple. Bon, heureusement que toi-même, tu as donné le contre-exemple dans ton truc. Quoi, le mandat d'arrêt international? Il y avait un mandat d'arrêt. Mais en 2000, il n'y avait pas de mandat d'arrêt international? Oui, dans les années 2000 aussi, M. Alassane Ouattara était en dehors du pays pour certaines conditions de garantie de sécurité. D'accord, il n'y avait pas de mandat d'arrêt international. Dans les années 2000. Dans les années 2000, M. Ouattara, d'accord. Quelle année 2000? Dans les années 2000. Alors, précédant le Forum de la Réconciliation nationale en 2001. Oui, il est venu, il est rentré. Et il est venu dans un cadre d'accord de réconciliation et autres. Oui. Voilà. Et non, il était ici pendant des mois. Bien. Il gérait le RDR. Donc on peut être à l'extérieur de son pays. Il y avait un mandat d'arrêt sur lui. Un mandat d'arrêt, c'était en 99. Après le coup d'État, il a disparu. Revenons à une autre candidate, Simone Gbagbo, qui pense qu'il aura un rôle à jouer, je vais y arriver. Simone Eivé. Oui. Oh, Norbert. Gbagbo. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Simone Eivé Gbagbo. Bah oui, c'est ce que je dis. Qui aura un rôle à jouer, j'imagine, au niveau de la gauche, au sein de la gauche ivoirienne. Jean-Yves. Oui, non, mais il est clair qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, personnellement, je pense que peut-être ce dont on avait appelé pendant les élections, je dirais, bien avant même ces élections présidentielles-là, c'est qu'il y ait une union au sein de la gauche pour que cette gauche puisse peser. Et c'est pas ce qui a été fait. Ils sont allés aux élections en dispersé. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on constate encore que en dehors même de ces candidatures, c'est-à-dire des différents partis, en dehors de ces candidatures des différents partis de l'opposition, on a cette même gauche aussi qui a envoyé ses soldats. On l'a dit tout à l'heure, Awa Domelo, je crois qu'il y a Simone Gbagbo aussi. Donc voilà. Donc pour moi, personnellement, chacun pourra peut-être potentiellement avoir un poids dans sa localité en fonction de son poids, comme je le disais tout à l'heure, et que une élection, c'est un rendez-vous entre le peuple et puis entre une personne et le peuple. Aujourd'hui, on verra ce que ça va donner, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. En tout cas, à part aujourd'hui, c'est-à-dire au regard des élections présidentielles, au regard des résultats qu'on a eus, moi, je n'y crois pas. En dehors du PDCI qui, lui, est structuré, est implanté, moi, pour les autres partis, ça sera vraiment compliqué, à moins qu'il y ait cette union de l'opposition, chose à laquelle le PDCI a appelé, mais aujourd'hui on ne voit pas de, comment on appelle ça, on ne voit pas les gens se bousculer plutôt au portillon. Donc pour moi aussi, ça sera vraiment compliqué. Aujourd'hui, le RHDP, une chose est sûre, c'est que le RHDP est vraiment très, 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 très outillé en ce qui concerne ces législatives-là. Sur le cas de Simone Gbagbo, je pose la question parce que j'avais lu un papier tout récemment qui disait qu'il y a une volonté de créer un grand parti de gauche entre Simone Gbagbo et Awa Domelo. Et je me dis aujourd'hui, vu son état, ses présidentielles étaient sa dernière bataille, hein, sans pour autant, en lui souhaitant une longue vie encore, mais oui. Je la vois mal encore conquérir à la magistrature suprême. Non, justement, moi je pense que, comme on est tous d'accord sur ce plateau, Simone Gbagbo, en raison de l'âge, en raison des épreuves, et puis certainement pour elle-même ses ambitions personnelles, je pense que
cette élection présidentielle était liée, voilà, elle voulait mener cette dernière bataille, mais au niveau de l'action politique, je pense qu'elle s'en écartera doucement, mais elle ne s'écartera pas de la vie politique ivoirienne. Et pour moi, elle contribuera, elle va toujours batailler pour que la gauche ivoirienne, je ne parle pas de l'opposition dans son ensemble, la gauche ivoirienne puisse se rapprocher. Peut-être pas former un grand ensemble unitaire, mais un grand ensemble certainement homogène. Dans leur, chacun, imaginons, une structure, un mouvement politique ou un parti politique qui accompagne Domelo, le COGEP, et puis certainement elle avec le MGC, constituer certainement une grande famille politique, comme en France ici on a connu la gauche qui s'est rassemblée à un certain nombre de moments, je dirais, décisifs de sa vie politique, sa vie publique. C'est possible qu'elle soit à la manœuvre de ce type d'organisation-là. Sinon, maintenant, parler de l'opposition en termes actuels aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle puisse incarner un leadership. Non. Incarner un leadership parce qu'il y a le PDCI qui est là, qui a déjà marqué son tournant avec cette histoire de RID. C'est tout à fait normal. Quand je parle du PDCI, monsieur, il serait dit parce que c'est son gombo. Donc, gombo, c'est un petit boulot. J'explique pour ceux qui comprennent. Donc mon petit boulot, c'est le PDCI. Donc voilà la situation. Le PDCI, ça va être difficile et j'imagine que je dirais l'infidélité que leur a fait Tidiane Thiam dans la CAPSI en allant au front commun, j'imagine. Ce que vous dites est assez intéressant. Donc du coup, elle a très mal digéré cette séquence. Et donc, avec aucune alliance Thiam ne pourra se faire aujourd'hui avec le PDCI, MGCM, PDCI. J'explique que de la façon, l'infidélité qu'a faite Tidiane Thiam à la CAPSI en allant faire le front commun avec le PPACI, cette séquence-là, Mme Simone Yves Gbagbo l'a très mal digérée. C'est possible qu'il se rabiboche, mais pour l'instant, pour les informations que j'ai, ça va être difficile que le président du PDCI et Mme Simone Yves Gbagbo, président du MGC, puissent se rabibocher. Mais à un certain moment de l'histoire d'un pays, les affaires personnelles sont mises très souvent de côté pour des personnes. C'est personnel aujourd'hui entre Tidiane Thiam et Simone Gbagbo? Non, je pense ce que je dis, elle a très mal vécu cette séquence. Okay. Voilà, donc c'est ce que je dis. Donc maintenant, elle, en termes de leader de l'opposition, je ne l'imagine pas, mais certainement, elle va manœuvrer pour que les partis de gauche se rapprochent. Les partis de gauche, y compris le PPACI? Je ne pense pas, parce que le PPACI lui-même, après les législatives, va devoir se battre pour qu'il puisse résister et exister en Côte d'Ivoire. Non, Simone Yves Gbagbo, je pense que c'est la CAPSI. Elle a porté la CAPSI. La CAPSI a eu ses imperfections. Aujourd'hui, quand on regarde, j'ai vu un peu une bataille entre deux jeunes loups de la CAPSI, Kevin Mian, qui était le directeur de la communication, et Dr Goubli, qui s'est rangé carrément avec Simone, et Kevin Mian, qui était plus porté vers avec les Boulogne Claverie, avec le Fonds commun. Donc, je veux dire, cet ensemble-là, finalement, n'a pas pu s'entendre à ses penchants pour l'un ou l'autre camp de l'opposition. Et je dis encore, c'est dommage parce que l'opposition, les personnes qui auraient dû être au leadership de cette opposition-là, paix à son âme, feu Henri Konan Bédié, il n'est pas là. Ça devait revenir carrément au président Laurent Gbagbo, qui a décidé, qui dit que son rôle, ce n'est pas d'organiser cette opposition. Or, quand on regarde l'opposition aujourd'hui, c'est la gauche et le PDCI. La gauche, le PDCI, donc la gauche, tous les partis, après PPACI et tous les autres partis, si le leader de cette partie qui a le plus grand nombre d'électeurs ou de sympathisants refuse de jouer son rôle, tant qu'il ne se mettra pas de côté, on ne va rien voir au niveau de cette gauche-là. Donc cette entente avec le PDCI, c'est une entente fictive. Moi je dis, elle est fictive. Ah bon? Elle est même virtuelle, puisqu'on va aux élections législatives.
cette entente de front commun n'arrive même pas à s'entendre pour aller... le PDC a décidé d'aller aux élections législatives, le PPACI non. Et quand vous regardez bien, même les indépendants qui sont proches de... Après, c'est pas une coalition. Oui, mais quand on n'est pas, une coalition... Qu'est-ce qui n'est pas une coalition? C'est pas une coalition. Idéologique peut-être, non. Mais c'est une coalition. C'est une coalition politique, peut-être pas idéologique. Pour aller aux élections, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient capté c'est ce que j'ai dit, mais c'est quand même une coalition. C'est-à-dire que dès lors que vous décidez d'aller, par exemple, vous allez prendre certaines circonscriptions, il y a quelqu'un qui est carrément bon teint indépendant, mais qui sort du PDCI, RDA, et en face, il y a d'autres militants indépendants du PPACI qui sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore tiré, moi je dis c'est ça aussi l'opposition. L'opposition n'a pas encore tiré les leçons de ces défaites aux différents scrutins. Tant que l'opposition, que ce soit au niveau local dans une circonscription donnée ou au niveau national, n'arrive pas à s'entendre pour choisir quelqu'un en face du mastodonte, du RHDP qui a son système, je ne vais pas qualifier tout ce qu'il y a dans ce système-là, tant que cette opposition ne va pas parvenir à cela, on va rien. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire vous prenez par exemple à l'épée. Moi, je suis candidat à l'épée. Oui, on y viendra. On me connaît, je suis quelqu'un de très porté sur un certain socialisme, donc de la gauche. Mais en face, donc de l'opposition, je suis critique souvent du pouvoir. Mais chez nous, il y a le PDCI qui est candidat. Il y a même l'ADCI qui a une candidate. Il y a donc. On est dans ça. Et que finalement, le RHDP sort même. Quand bien même le suffrage n'est pas majoritaire relatif, le RHDP sort. Parce que tu te dois te battre et avec ceux avec qui vous êtes plus proche d'un point de vue démarche, et puis te battre face aux candidats du RHDP. Ça devient souvent... Mais ce que vous dites est assez intéressant, c'est comme si aujourd'hui c'est l'opposition finalement qui fait le lit. Mais ça c'est pas aujourd'hui, ça c'est toujours comme ça. Parce que Jean a dit que non, le RHDP est une mastodonte. En fait, il y a deux images, j'ai l'impression, qui se présentent aujourd'hui. En fait, le problème, c'est quoi? Pour revenir sur le cas de Mme Simone Eyivé, j'ai eu une communication le 11 novembre en ce qui concerne le décret concernant les votations des collèges électoraux des partis. C'est la dernière information politique qu'on a eue concernant ces élections. Ces élections, le MJC. Maintenant, il y a une sorte de... Bon, il y a un manque de réalisme et puis on dirait une sorte de malédiction politique. Parce que oui, le mot il est fort, mais c'est vrai. Parce que tous ceux qui ont participé à ces présidentielles-là ils vont pas exister. Ils vont pas exister, ça c'est un fait. Parce que oui, ils vont pas exister. Regardez, vous verrez les résultats et puis on discutera. Parce que ces gens même dans Mélo. Je dis, ils ne vont pas exister en termes de poids. On verra. On parlera de Don Mélo tout à l'heure aussi. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que en fait, le but c'était de quoi? C'était d'exister au présidentiel. C'était d'y aller, d'exister. D'accord? Il n'y a pas eu, cette homogénéité, pour avoir un vote de masse. Parce que de base, c'est ce que tous souhaitaient. Voilà, il faut qu'on ait le vote massif, il faut qu'on ait le vote Madame Gbagbo avait dit sur nos confrères de France que bientôt vous m'appellerez Madame la Présidente. Il y avait une volonté quand même d'aller conquérir. Oui, mais après, tout le monde peut le faire, ça. Tout le monde peut le faire. Même le Congo qui est qualifié au mondial dira aussi devant le Brésil qui va le Brésil. Henriette Lagauche a dit ça. Oui, Henriette Lagauche l'a dit. Non, mais c'est vrai. Tout le monde. Ça m'a échappé. Je le dis, franchement, je le dis véritablement. Maintenant, il y a quelque chose. Vous savez, il y a une expression que M. Abo a dit à l'instant. Le RHDP, c'est un mastodonte, c'est un système. Il n'a pas voulu rentrer dans le détail. Voilà, il sait pourquoi il n'a pas voulu rentrer dans le détail. Il faut qu'on soit franc. Le RHDP est un mastodonte. Effectivement, comment les règles sont établies? Ça fait plusieurs émissions ici. À chaque moment, je reviens sur ces trucs. Mais il y a d'autres personnes qui ont le don d'être dans le déni. Avant ça, il faut retirer le terme déni dans le déni. Parce que c'est très facile, souvent on le dit souvent, de jouer les grands opposants à 6000 km d'Abidjan. Laissez-moi terminer. Mais à chaque moment, non, je préfère, parce que souvent, c'est parce que vous avez utilisé le déni que je viens de vous dire. Moi, je suis très critique du pouvoir et je suis très cohérent. Et je ne suis pas dans le déni, mais je suis réaliste. Et le réalisme dont je parle, j'évoque les questions qu'il y a là-bas, mais pas dans la passion que quelqu'un qui vit
à Paris, tranquillement, le faire. Tu peux le faire avec ta passion ici, mais le lendemain, aie le courage aussi de faire un tout saluer tes parents à Abidjan. D'accord. Non, attendez. Non, il faut l'identifier seul. Non, c'est intéressant. Il faut l'identifier seul. Permettez que je puisse rebondir. C'est-à-dire, c'est pas une démocratie, c'est ça? Non, c'est pas moi qui tu fais pas l'interview. Permettez que je puisse rebondir, c'est intéressant parce que M. Aboua a touché un point qui est intéressant. Effectivement, je pense que plus on est à distance de la Côte d'Ivoire et plus on est passionné. Mais quand on est en Côte d'Ivoire, on est pragmatique, on est réaliste. Ok, je salue votre intervention et je respecte votre intervention. Mais pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, le fait d'être à 6000 km peut-être me donne plus d'aisance à dire ce qui se passe réellement. Et j'espère demeurer en tout cas à 6000 km et non à 20 km d'Abidjan. Mais il y a un fait, c'est un système. Et ce système-là maîtrise tout. Et quand ce système organise les choses, elle n'organise pas pour perdre. Ce système-là organise pour gagner. Donc aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, il y a 2 cas. Et les 2 cas ne sont pas les plus heureux. Parce que les partis politiques sont constitués pour gagner des élections. Mais quand les partis politiques ne veulent pas participer, ne pensez pas que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas participer, mais parce qu'ils savent que les dés sont pipés. Je prends les propos de Mme Simone Veil-Gbagbo en face de Marc Perelman en juin. Monsieur Perelman, avec le système qu'on a là, même si toute l'opposition réunie a un candidat, on ne gagnera jamais. Mais 2 mois après, elle a changé ses propos. C'est un fait, la vidéo elle existe, tout le monde a la vidéo. Bon, on peut passer, on peut... on a aussi, c'est un CM là, c'est la même chose. Hein. Comment ça? C'est son argumentaire. Je viens de prendre la parole, vous ne parlez pas la parole, bien sûr. Pour fermer le sujet, Simone. Pour fermer le sujet, allez-y. Sur le deuxième point, en ce qui concerne d'accord les partis qui y vont, d'accord, ça c'est un fait, qui y vont de façon dispersée. D'accord, ils ne vont pas en fait, ils partent de façon dispersée, c'est un fait. Mais c'est un fait pour qui? Pour le bonheur aussi, d'accord, du parti au pouvoir. Non, ça répond à la question. Non, attendez. Pour le bonheur du parti au pouvoir. Comment se fait-il que, parce que tout à l'heure, monsieur Aboua, il a évoqué le cas d'Alépé, en disant qu'il y a une candidature PDCI, il y a une candidature, bon, lui-même il est indépendant, et d'accord, il y a certains autres partis. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour affronter le RHDP? Pourquoi il n'y a pas de consensus? Il n'y a pas de consensus tout simplement parce que ces partis-là, d'accord, aujourd'hui, veulent forcément avoir, d'accord, le leadership dans ce truc-là. Il faut véritablement que les gens aient le courage. Bon, par exemple, une circonscription comme Alépé. Alépé peut décider. J'ai vu une liste dernièrement sur le cas de Yopougon, où il y avait des gens... C'est le RID qui enclenche tout ça, avec ADCI et FPI. Et certainement même peut-être même des indépendants. PDCI, oui. J'ai vu ADCI, mais peut-être il y a des indépendants aussi qui ont joint cela. Ça, c'est un siège à plusieurs... En fait, c'est effectivement à plusieurs sièges. Où il y a plusieurs sièges. Mais je veux dire que ce cas d'école-là peut être aussi, d'accord, pour ceux qui veulent participer, aussi pensé. Et puis pour Alépé, je pense que les enfants d'Alépé participent, comme monsieur Aboua, je pense qu'il est des mémis. D'accord, donc voilà, ils peuvent aussi, pourquoi pas? Parce que s'ils le font, ils le font, d'accord, pour la circonscription. Il ne faut pas forcément, dans ces genres de conditions-là, avoir, d'accord, le mot d'ordre ou la bénédiction de l'appareil politique pour y aller. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont faites au niveau d'Alépé avec les opposants pour arriver pour prendre mon cas, j'ai discuté avant avec certaines autorités du PPACI. J'ai discuté avec certaines autorités du PDCRDA. J'ai discuté avec certains responsables de l'ADCI. Le truc, c'est qu'au niveau peut-être de la direction de ces partis-là, il y a souvent des problèmes, mais la base, souvent, ne va pas forcément dans le même sens. Exactement. Donc, je travaille surtout avec la base. Et à ce niveau-là, on ne peut pas tout dire en termes de stratégie, puisque ces partis-là, politiques ou bien ces camps-là, sont lancés dans la bataille. Mais, dans tous les cas, nous, au niveau de l'ALP, par exemple, la base sociologiquement, la base idéologique, elle est beaucoup portée sur la gauche, donc l'opposition. Je prends pour exemple les taux de participation qui sont très très bas lors des différents scrutins, notamment les précédents. Donc on joue sur cet aspect-là pour que les électeurs qui ont boudé, qui boudent depuis là les scrutins, puissent venir, puisque les enjeux sont là et on le leur explique.
Bien. Ouais, Je crois que c'est le président. Juste un rappel, si je peux me permettre. Avant la présidentielle du 25 octobre, à gauche, la question à un moment s'est posée, on en a parlé sur ce plateau, entre Simone et Yvé et Awadon Melo, est-ce que l'un ou l'une des deux va se désister au profit de l'autre? Personne. Et vous avez bien vu ce qui s'est passé. Personne n'a cédé. Et du coup... La faute à qui, à votre avis? Non, mais c'est pas ça, c'est que... alors... Si. Non, mais moi, attendez. Il faut se poser les questions. Je dis que la question s'est posée, que chacun d'entre nous a pris les paris en disant « elle va se désister », « il va se désister ». Et puis Charles Blé Goudet a organisé un vote pour que ça soit les autres qui prennent la décision. C'est-à-dire que personne ne bouge. Et donc, évidemment, quand on arrive à un carrefour et que toutes les voitures sont là, les unes imbriquées par les autres et que personne ne veut bouger, il y a un embouteillage. Alors, est-ce que pour quelle raison? Je ne sais pas, mais c'est absurde, mais c'est comme ça. Mais parlant de Don Melo, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque le président Gbagbo annonce qu'il se retire de l'action politique, pour répondre aux propos du président, est-ce que M. Don Melo, finalement, lui n'a pas les atouts pour incarner la gauche ivoirienne? Alors, non, il faut laisser mettre. Je veux prendre la parole question, s'il vous plaît. Oui, sur Don Melo, je vais revenir, mais avant d'abord, j'aimerais préciser une chose à mon jeune frère à tout blanc. Parce que c'est tout le temps la même chose. Lui, les dés sont pipés. C'est la même seuil, c'est la même liste électorale qui est pourrie. Mais ai-je le droit? J'ai le droit quand même. Bon, c'est bon. C'est la même seuil qui est pourrie. J'ai quand même le droit de le dire. C'est la même liste électorale qui est Mais j'ai quand même le droit de le dire ou pas? Non, j'ai dit. C'est la même seuil, non? Oui. C'est la même liste électorale, non? Oui. Bon, on n'y va pas. Personne n'y va. Et puis on laisse le RHDP gouverner. Oui. Ou bien, ce que je laisse sous-entendre, ce que je comprends dans ce que vous êtes en train de dire, il faut qu'on renverse par un coup d'État ce régime qui est là. Je peux finir, non? Je peux finir avant de lever la veille. Don Melo, oui. Parce que si avec les conditions électorales qui sont là, on ne peut pas changer de gouvernance. On ne peut pas aller à une élection crédible et transparente. Donc c'est coup d'État seul qui peut enlever le RHDP. Ah bon? Finis cette affaire. J'ai une question. Non, mais je continue. Sur le cas Don Melo, merci. Je clarifie que ce n'est pas la position. Je vais quand même rebondir sur sa théorie. J'ai prolongé sa pensée. Je continue sur le cas Don Melo. Je peux finir. et puis d'ailleurs, on t'a pas demandé de prolonger sa pensée. Je peux finir. Allez-y, président, allez-y, il ne faut pas d'avance. Il y a deux agitateurs en face de moi. Non, restons serrés. Donc, le cas Don Melo, il a révélé quelque chose, c'est-à-dire que, quand on parle de EDS là, Don Melo a soutenu des candidats EDS. Don Melo le dit clairement. Il a des ambitions et tout le monde connaît son parcours en Côte d'Ivoire auprès de Laurent Gbagbo. Donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, cette histoire de leader de l'opposition, là, ce n'est pas une affaire de proclamation. C'est une affaire, je dirais, d'un individu, son rapport, son équation avec le reste de la population, que ce soit au niveau de la circonscription ou au plan national. Et puis j'aimerais ici marquer le caractère, je dirais, ma désapprobation vis-à-vis de cette hyper partisanisation de l'élection législative. C'est-à-dire qu'on pense que dans ce pays-là, et on a fait, les partis politiques ont fait, ils ont réussi, que les élections législatives soient une affaire de partis politiques. Non, une élection législative n'est pas une affaire de partis politiques. C'est d'abord une affaire d'un élan d'un individu pour sa circonscription, pour sa région, pour ses partenaires. C'est lui qui se fait élire. Il est le délégué, il est l'envoyé du peuple.
Mais aussi des partis Un politiques. député, non. Il y a un parti politique, il a son maillot. Il vient à l'Assemblée nationale, certes avec son maillot. Mais quand il arrive, il est l'élu. Voilà pourquoi on parle d'élu de la nation. Ce n'est pas un parti politique qui envoie ses représentants. C'est le peuple qui envoie ses représentants à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on comprenne cela. Et les représentants qui portent le projet d'un parti politique. Il faut qu'on comprenne cela. Que ce sont les peuples, c'est les populations qui envoient leurs représentants. Ce n'est pas le parti politique qui envoie leurs représentants. Ne vous laissez pas distraire. Voilà la réalité. Non, je ne me laisserai pas distraire par les partisans de la guignollerie. Ça a changé aujourd'hui. Donc, pour dire simplement que cette élection-là, on est en train de la rater en Côte d'Ivoire parce que les partis politiques ont réussi, d'abord, à politiser la société ivoirienne. La société une bonne nouvelle. la société ivoirienne est hyper politisée. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, quand tu parles, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas une... Je ne parle pas de la conscience politique du peuple. Je parle de la politisation de la société, c'est-à-dire au sens partisan du terme. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Aujourd'hui, quand tu parles avec un Ivoirien, il suffit que tu dises telle ou telle chose qui se rapproche d'un parti politique. Ah, toi, tu es RDR. Ou bien toi, tu es RHDP. Ah, toi, tu es Gbagbo. Tu es ceci ou cela. Pourquoi, lorsque je dis, moi, ça se constate sur ce plateau, dès que je défends une idée, qu'elle soit... Ah, toi, tu es RHDP. Même quand je défends des idées ici qui se rapprochent de celles du PPACI, M. Norbert Navarro s'en étonne. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dormi où? Voilà ça la réalité aujourd'hui. Vous n'êtes pas RHDP, président. Non, pas du tout. Tous ceux qui connaissent là où je pense, savent que voilà, je ne suis pas partisan. Non, mais c'est une clarification très importante. Ça veut que ça commence à monter depuis. Il est bon de dire, non, ben, il faut te calmer. Terminé. Il n'y a pas plus calme Parce que j'ai l'impression que chaque fois que je parle, non, ben, il est heureux. Président, terminé. C'est pour dire qu'en réalité, et ce que je vais dire, ce n'est pas pour ceux qui sont sur ce plateau, c'est pour mes parents ivoiriens. Oui. Ce qui va se passer le 27 décembre, là, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas le parti politique, ce n'est pas le RHDP, ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas le COGEP, ce n'est pas ceux-ci qui envoient des représentants à l'Assemblée nationale. C'est vos représentants qui seront à l'Assemblée nationale. C'est ceux que vous allez déléguer pour défendre vos intérêts. C'est ceux-là qui vont compter. C'est ceux que vous allez envoyer pour contrôler l'action du gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne vous laissez pas emporter par le discours des partis politiques. Suivez votre instinct, suivez l'équation de celui qui va demander vos suffrages. Yes, we can. Jean-Yves. Je ne parlerai pas de coup magistral. On est passé le Don Melo à un appel républicain du président Jean-Paul Leroux. Ouais, en fait, moi, c'est ce qui me plaît sur le plateau. C'est-à-dire souvent, quand il y a des questions directes, on arrive dans d'autres choses, mais bon. Et ouais, le président a fait son appel. Le président a fait son appel. Il a appelé les gens comme il a l'appel du 18 novembre. Sur sa ligne, c'est qui est une très bonne chose. Mais parlant de Don Melo, aujourd'hui, effectivement, Don Melo, je pense qu'il a les moyens, de constituer, je crois, ce leadership là de l'opposition. Donc, financièrement, il pense qu'il peut le faire. Et puis aussi, vous aimez bien les finances, Jean-Yves, hein? C'est un critère important pour vous, les finances. Oui, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Faudrait pas qu'on se mente. Voilà, faudrait pas qu'on soit dans toutes ces interventions. Mais dans la pratique, on sait que financièrement, je pense que on a vu des candidats ici à l'élection présidentielle. On avait eu des échos de certains candidats qui seraient parti demander en fait de l'aide, une aide financière, comme je l'ai dit, c'était des rumeurs. Donc, juste pour dire que financièrement aussi, je veux dire, les moyens financiers aussi comptent. Du coup, aujourd'hui, Don Melo, je pense qu'il a financièrement, il est capable je crois, de conduire une liste de porter les candidats, comme on l'a dit tout à l'heure avec EDS. Donc, je pense qu'avec son mouvement aussi, il aura la possibilité d'accompagner ces candidats. Quand je parle des candidats, je vais parler il y a aussi Dedi qui a gagné. Voilà, il y a plusieurs candidats comme ça. Il y a plusieurs jeunes, je pense, qui soutiennent, qui sont quand même des jeunes brillants qui pourra accompagner pour ces élections-là. Et donc, pour moi, il peut se positionner. Mais aujourd'hui, vu le laps de temps qu'il y a, ça sera vraiment compliqué pour lui d'être cette opposition, d'être ce leader là, le leader de cette opposition, comme je le disais, et je vais encore revenir là-dessus.
en ce qui concerne plutôt ce leadership dans l'opposition, c'est le PDCI qui est pour moi en bonne position quant à cette partie-là. Mais j'aimerais aussi revenir parce que tout à l'heure on parlait de cette union qu'il n'y a pas et M. Aboua a parlé du cas d'Alépé. Effectivement, dans ce cas, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'aux dernières élections législatives à Alépé, qu'est-ce qu'il en était? C'est-à-dire, qui était je ne sais pas c'est qui est le député sortant, mais quelle partie de l'opposition était en seconde position? Les partis de l'opposition qui étaient en seconde position, je crois. C'est le PDCI et puis après l'EDS. Voilà, et compte tenu de ces résultats-là, est-ce que peut-être par défaut, ne serait pas-il judicieux que vous souteniez tous le candidat du donc vous appelez un désistement de... Non. En fait, je pose la question. Non, ça, c'est clair. Moi, j'étais indépendant, donc comme tu as demandé les partis politiques, c'est pourquoi tu as donné le rang de chacun. Mais en réalité, on est dans une zone qui est, comme je parle de toute la région de Lamé, en 2021, le leadership de Patrick Hachi planait dans toute la région. Il venait d'être... il était tout puissant, on le sentait venir pour être Premier ministre. Donc tout cela a joué dans la victoire, on pourrait dire, du RHDP dans notre zone. Il a pu avoir 6 députés sur les 7 sièges qu'il y a dans la région de Lamé. Mais parce qu'il est allé faire comprendre aux populations qu'il a une certaine position, il faut l'aider à travailler. Donc, ce n'était pas beaucoup plus la casquette RHDP qui mettait en avant parce qu'il connaissait les réalités idéologiques de la zone. Donc, c'est ce contrat-là que les populations ont fait avec... mais je ne crois pas que 5 ans après, il y ait toujours forcément ce contrat parce qu'il y a forcément des déceptions. Nous, je parcours notre zone, par exemple, on comprend que les gens veulent changer de cap et faire en sorte. Et puis en 2021, c'est lui-même qui passait partout, battre campagne de tous ces candidats, de tous les candidats RHDP de la zone. Je ne crois pas qu'actuellement, qu'il fasse forcément la même chose. Donc, voici des candidats qui ont été finalement élus députés et qui doivent maintenant parler d'eux-mêmes. Or, pendant 5 ans, ils n'ont pas forcément porté cette voix des populations. Vous partez par exemple chez nous, dans la plupart des régions, il n'y a pas d'eau potable. Ne serait-ce qu'aller parler de cet aspect, dénoncer ces faits-là pour que ce qui est prévu par l'État, ces populations l'obtiennent, il n'y en a pas. Il y a la question des communautés qui sont installées dans les forêts classées. Par exemple, je suis parti dans l'Épée Nord, à Côte-du-Chou, à Denguera et autres, qui vivent cela. Voici les réalités, leurs réalités que ces populations attendaient que le député puisse porter, parce que c'est son travail de porter la voix des populations, il n'a pas fait. Il y a bien d'autres sujets. Au lieu de cela, les gens présentent ce qu'ils auraient fait, dispensaires et autres, quoi qu'on sait que ce n'est pas eux qui offrent les ambulances, que c'est l'argent des contribuables qui le fait. Mais les gens détournent cela pour montrer ça comme des réalisations personnelles. Et ça, nous faisons comprendre aux populations que pour être député, le rôle du député, voici ça. Donc vous-même vous tirez la conclusion. S'il n'est pas bon, vous le dégagez, quelle que soit sa coloration politique. Et un député, il fait aussi des propositions de loi. Vous avez déjà pensé? Mais j'ai une douzaine de propositions de loi. Quelle est la communalisation tout entière de la Côte d'Ivoire, l'aspect du système d'évaluation dans le système éducatif en Côte d'Ivoire que je trouve très criminel, parce que moi j'ai eu la chance d'enseigner aux États-Unis pendant 6 années, mais pendant les 6 années, j'ai compris que nous, on faisait des abrutis en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais je ne vais pas développer ici, on n'a pas tout le temps, mais j'ai tout un projet de loi par rapport à... Et qu'est-ce qu'il en est du découpage électoral aussi? Le découpage électoral. Parce que les élèves, justement, c'est parce que je sais que les élèves ivoiriens sont intelligents et que le système-là étouffe leur intelligence, donc ils ont des capacités. Question assez importante des gens, Yves. Oui, il a dit... Qu'est-ce qu'il en est du découpage électoral aussi? Mais le découpage électoral, ça je l'ai déjà dit. Chez nous, par exemple, on a 180 000 habitants, 54 localités, c'est très très étendu, on a un seul siège. Donc le député, normalement, devait pouvoir porter cela, parce que les gens, ils veulent être seuls députés. Donc pour eux,
obtenir plusieurs sièges dans une localité, c'est pour faire en sorte qu'il y ait des rivaux. Or, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de sièges pour que la voix de nos populations puisse monter. Et c'est ce combat-là. On a plein d'autres choses. Et une dernière question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population, c'est-à-dire, pour ne pas indexer directement la population de votre localité, hein, mais est-ce que vous pensez que la population ivoirienne, dans sa globalité, a aujourd'hui cette maturité de comprendre en fait les enjeux, parce qu'aujourd'hui on voit très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on avait la montée en puissance du parti Kashi, donc les gens se disaient que il allait être, voilà, en 2021 il allait être premier ministre, donc voilà, ils ont soutenu par rapport à cela. Donc on a le clientélisme politique. Il ne faudrait pas qu'on se demande qui règne, mais à grande vitesse. J'ai envie de poser une question, laisse-moi répondre. Je vais développer pour... Je précise qu'il nous reste 8 minutes. Donc pour aider. Il y a la dernière partie de sa question, la question du clientélisme. Est-ce que, en tant que jeune frère, je sais que ta main sort, mais est-ce que tu as mobilisé les moyens pour que ta main puisse sortir lors de cette élection? Bon, et la question, même, je compte lancer un fundraising. C'est ce qui se fait ailleurs dans les démocraties modernes, quels que soient mes moyens. Je compte lancer un fundraising par rapport à la campagne. Mais je vais dire que c'est pas... Justement, nous, on dit aux populations que quand les gens en ont, que les personnes vous le donnent, il faut prendre. Mais il faut choisir la personne qui fait le job. Vous savez, je prends un exemple. En 1990, les premiers députés du FPI, de Laurent Gbagbo, étaient dans les zones acquises, dans cette même région de l'Amé. Donc on n'a pas attendu la richesse des leaders ou bien d'un parti politique, d'un kickdown, de Gbagbo ou quoi que ce soit pour le soutenir. C'est la force des idées normalement qui prime chez nous. C'est des peuples, nous par exemple à l'épée on a 3 peuples, qui sont parmi les peuples les plus dignes en Côte d'Ivoire. Les Agni, les Mbato et les Aké. Et je pense que c'est ce réveil de conscience-là que j'invite aux populations de faire. Les plus dignes. Non, les Aké, peut-être aujourd'hui, et justement, c'est ce que nous on veut réaliser. Non, mais Agni, là, je ne crois pas. Agni, là, je ne crois pas. Non, justement, c'est les nouvelles formes d'Agni, d'Aké, de Mbato. Nouvelles formes. Et c'est pourquoi nous faisons en sorte que nos populations, nos parents, comprennent qu'on doit redevenir nous-mêmes. C'est quoi? C'est l'année nouveau quoi avec vous? Je ne dis pas ça, mais je veux vous dire que chez nous, les peuples acquis, les peuples Goa, les peuples Agni, d'Alépé, du département d'Alépé, ce sont les peuples dignes. Eux, on leur rappelle cela. Et ils vont rester dignes. Vous allez voir au soir du 27 décembre, ils vont porter quelqu'un qui est digne comme eux, comme Eman Anabois. Merci beaucoup, Eman. On va répondre à la question de l'émission. Je vais faire un dernier tour de table. Donc, finalement, parce que comme vous écoutez, les candidats qu'on a évoqués à la présidentielle, personne ne peut incarner le leadership. Mais quand on sait que j'ai dû voir sur des on n'a pas dit ça. Moi, on n'a pas parlé d'Assalé Tsimoko parce qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Il peut incarner le leadership de l'opposition. Mais aujourd'hui, Assalé Tsimoko, qu'on ne veut pas, il a gagné des batailles. Il vient même de gagner une bataille des mineurs qu'on avait arrêtés. Il a évoqué cela et on l'a relâché. Ça, c'est intéressant. Donc, il gagne des batailles. Aujourd'hui, quand vous partez même dans nos régions, c'est quelqu'un que les gens... on dit oui à Salé Tsimoko, ce qui fait que c'est bien. Mais moi, l'erreur que j'estime que ça peut être une erreur qui peut rattraper, c'est qu'aujourd'hui, il a lancé un appel pour qu'il y ait des candidats tout azimut, sans tenir compte forcément non, je ne dis pas des réalités, des passifs de chacun. Et du coup, tout cela est à son actif. Et par exemple, chez moi, par exemple, il a une candidate, mais je ne crois pas qu'elle ait une autorité ou bien territoriale et qu'elle couvre tous les villages. Bien. Et ces choses-là, il aurait pu regarder cela avant. 1 minute chacun pour répondre à la question. C'est quoi la question? Qui incarne le leader ok, d'accord. Qui peut incarner le leadership de l'opposition face à Alassane Ouattara? Vous êtes toujours dans la dérision, Insa. Non. Mais parce qu'on fait référence en fait aux personnes qui ont participé. Il va venir nous dire. Non, mais je dis. Il y a la liste. Laissez-le terminer. Non, monsieur. Vous n'êtes pas votre Il a quand même le don de terminer mes phrases. Allez-y. Je prolonger tes pensées. Oui, de prolonger tes pensées. Terminer, Insa. Alors, qui peut représenter, franchement, aujourd'hui, qui peut incarner le leadership de l'opposition face à Alassane Ouattara? Non, je ne vois absolument personne. Bien. Voilà. Norbert. C'est très simple. La réponse est évidente, elle est sous nos yeux. C'est un peu comme le jeu télévisé. La réponse est sous vos yeux. Eh bien oui. L'opposition en Côte d'Ivoire, c'était, c'est et ce sera
le PDCI RDA et le PPACI. Jadis, ça s'appelait le FPI, mais bon, maintenant. En clair, Laurent Gbagbo, ancien président de la République, gracié par. gracié par Alassane Ouattara, mais pas amnistié, mais innocenté par la Cour pénale internationale, un personnage considérable. Alors, bon, évidemment, on se dit, oh là là, il fait de l'ombre à tout le reste de la gauche. C'est vrai, mais c'est un fait. Moi, je suis journaliste, je le constate. Je l'ai vu sur place, en Côte d'Ivoire. C'est une star, c'est un dieu vivant, c'est tout ce qu'on veut, mais il est là. Et il sera encore là. Il sera, après, en 2026, quand il aura pris sa retraite, il pourra parler. Plus là, j'ai dit. Voilà pour Laurent Gbagbo. Et puis, Tidjane Thiam, patron du PDCI RDA. On essaie de le faire tomber, de le faire chuter par tous les moyens. On utilise les moyens les plus spécieux, mais il est là. Okay. Aujourd'hui, pour les législatives de 2025, le 27 décembre prochain, un a décidé de ne pas y aller pour des raisons de cohérence et pour des raisons morales, en disant qu'il fallait du temps. L'autre a décidé d'y aller. Donc aujourd'hui, médiatiquement, c'est Tidjane Thiam qui occupe le devant de la scène. Bon, l'un est plus âgé que l'autre a tout l'avenir devant lui. Il parle de téléprésident, Jean-Paul Aureau. Non, mais il peut parler de téléprésident, mais à ce moment-là, on pourrait, ça serait même infamant de dire que notre confrère Arman Aboa est un télécandidat. Il est sur le terrain. Il est là sur les plateaux télé. Il a des idées, mais moi je suis ravi. Quand je parle de télé, je parle plutôt de distance. Jean-Yves, président de la parole pour terminer, rassurez-vous. Oui, ben, en fait, aujourd'hui, moi je pense que peut-être bien avant les élections présidentielles, j'aurais dit le PPACI parce que voilà, c'était le PPACI qui était sur le terrain compte tenu du fait que le président Diatam soit à l'extérieur. Et puis, je pense que le PPACI connaissait bien aussi bien le terrain. Mais aujourd'hui, avec son désistement aux élections législatives, vu qu'on parle du leadership qui pourra, bon, ce leadership ce leader de l'opposition qui pourra faire le poids face à, bon, pas le poids, mais qui pourra quand même contester contrecarrer, si je peux m'exprimer ainsi, le RHDP, bah, c'est comme Norbert le disait tout à l'heure, c'est sans détour, ça sera le PDCI. Vous avez une information à nous donner rapidement, président, rassurez-vous. Oui, ça sera le PDCI. Maintenant aussi, il ne faudrait pas aussi omettre, comme je pense que Herman a dit tout à l'heure, bon, pas tout à l'heure, mais dans ses précédentes interventions, c'était en fait comment on appelle ça, les candidats du PPACI qui ont décidé de se porter en indépendant. Donc, on a eu cet écho-là de cette liste de candidats qui sera dévoilé, je crois, demain. Donc, voilà, on a pas mal, on a Blaise Las, mais je crois, on a aussi, je crois, Steve Biko. Voilà, on a pas mal de candidats, de candidats indépendants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je m'interroge encore sur la question. Hortense. Je m'interroge sur comme le président l'a dit tout à l'heure, les guerres qu'on aura en fait en interne au sein du PPACI. C'est l'émission on a abordé le sujet à l'émission précédente. Ouais. Et je pense que le sujet encore reviendra. C'est l'émission de ce vendredi. Président, il nous reste 30 secondes. Justement, j'aimerais 30 secondes pour finir, je dirais, prolonger ce que Norbert disait. En fait, celui qui devait être normalement le leader de cette opposition-là, c'est Tidjane Thiam, parce qu'il est porté par un appareil qui est le PDCI, qui est l'un des appareils les plus importants en Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître, l'appareil politique du PDCI est l'un des plus importants après le RHDP. Mais malheureusement, le handicap de Tidjane Thiam, et c'est ce que je répète sur ce plateau, on ne peut pas être à 6000 km. Si, bien sûr que si, évidemment que si. C'est la fin de l'émission, terminé, président. On ne peut pas être à 1000 lieues d'un pays et le diriger de façon efficace et efficiente. Voilà ce qui va faire de Tidjane Thiam un non-leader de l'opposition ivoirienne, mais certainement le PDCI, la machine PDCI, reste une machine importante. Celui qui la tiendra à Abidjan sera le véritable leader de l'opposition. Mais il a dirigé des groupes mondiaux depuis son bureau. Aujourd'hui, on est en 2025. C'est dans les affaires. Moi, je dirais en fait que... candidat à la présidentielle. Oui, candidat à la présidentielle. Je dirais qu'aujourd'hui, on a le PPACI qui ne participe pas, mais on constate tous que le président Laurent Gbagbo pèse. Bien sûr. Il pèse que l'on veut. Bon, là, chacun a droit à un morceau. Moi, rapidement, les partis classiques, effectivement, de l'opposition, qui sortent, qui seront
des partis qui sortent de l'Assemblée nationale continuent de mener ce leadership-là. Ouais. Maintenant, ça dépend de comment est-ce qu'ils manœuvrent avec les forces montantes comme Assali Tumoko, au niveau de l'ADCI, comme Domelo, qui a quand même pu placer ses idées. Aujourd'hui, quoi qu'il n'a pas été élu, qui a quand même une bonne emprise d'une certaine classe en Côte d'Ivoire qui suit ses idées. Donc, faudrait compter aussi sur... Puisque ces partis principaux dont on parle là, il y a le PPAC qui a décidé officiellement de se mettre hors du cadre législatif. Or, c'est à l'Assemblée nationale que le débat s'anime. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve. Bon appétit, Jean-Yves. Merci à Robert Clicquot de Bec à la réalisation et à peut-être jeudi ou vendredi, hein, on verra. On verra en fonction de la télé. Dès que la liste sort, on est là. Bonne soirée.